Et Édouard Philippe est avec nous à l'occasion de sa venue à Châlons-en-Champagne. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. À la foire, vous êtes venu à la rencontre de la France agricole. Que retenez-vous à chaud de cette visite? D'abord, j'ai été très impressionné par la préparation, par l'enthousiasme et par la qualité de cette manifestation. Benoît Paru, le maire de Châlons-en-Champagne, m'en parlait depuis longtemps. Je l'ai découverte pour la première fois de ma vie et vraiment, j'en ai été enchanté. Ce qui m'a frappé, c'est la très grande détermination du monde agricole à relever les défis qui se posent à lui, l'envie de travailler collectivement et aussi la très bonne perception de ce qu'il fallait à la fois préserver l'environnement, mais en même temps orienter l'agriculture française vers l'innovation, vers des nouveaux modes de croissance. Il y a quelque chose de très constructif dans l'attitude des organisations et des représentants du monde agricole que j'ai rencontrés aujourd'hui qui m'a beaucoup impressionné. Justement, votre priorité du moment, ce sont les prix agricoles et la rémunération des exploitants face aux grandes surfaces et aux transformateurs. C'était une annonce de campagne, il y a des négociations en cours. Qu'est-ce qui pourrait changer demain pour permettre de mieux rétribuer les agriculteurs ? Nous avons voulu, avec le président de la République et avec l'ensemble du gouvernement, mettre en place une démarche qui s'appelle les États généraux de l'alimentation. Et le premier temps de cette démarche, qui rassemble tous les acteurs du monde agricole, tous les syndicats, toutes les organisations professionnelles, y compris des organisations de consommateurs, l'objectif, c'est de se réunir autour d'une table, en l'occurrence en atelier, il y a plus de 14 ateliers, et d'essayer de réfléchir d'abord à ce qu'on appelle la répartition de la valeur dans les filières. Comment est-ce qu'on fait pour que la valeur ajoutée, considérable, créée par l'agriculture en France, puisse être mieux répartie entre ceux qui produisent et qui doivent vivre de leur production, qui doivent vivre dignement de leur production et qui demandent à vivre dignement et qui demandent de façon très légitime à vivre dignement de leur production, ceux qui transforment, ceux qui ensuite distribuent, ceux qui vendent. Il faut faire en sorte que la valeur ajoutée soit bien répartie sur la filière pour faire en sorte que la filière puisse économiquement être durable. Et ça veut dire qu'on peut demain imaginer des prix plus fixes, par exemple, pour les agriculteurs, un peu plus de stabilité? En tout cas, mieux contractualiser entre les différents échelons de la chaîne, de façon à donner plus de visibilité, plus de prévisibilité, notamment aux producteurs. Et on sent qu'il y a là quelque chose d'important qui va se nouer. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui était avec moi ce matin à Châlons-en-Champagne, pilote ces États généraux de l'alimentation avec beaucoup de détermination et beaucoup de talent. Et pour l'instant, les discussions sont bonnes au sens où on sent tout le monde avec une envie très forte d'avancer et d'avancer durablement sur ces sujets. Et on suivra ça. Édouard Philippe, vous avez présenté hier le contenu des ordonnances, réformant le Code du travail. Désormais, un salarié non élu, sans syndicat, sans formation, pourra négocier avec son patron dans les entreprises de moins de 20 salariés, par exemple pour les primes ou la rémunération des heures supplémentaires. Une telle négociation peut-elle être équilibrée ? Je pense qu'elle sera équilibrée, je pense surtout qu'elle sera utile aux salariés et à l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi un rapport de force. Oui, mais ce n'est pas un rapport de force absurde, c'est aussi un rapport d'intelligence. Vous savez, vous parlez de l'entreprise de moins de 20 salariés. Nous, on a voulu changer les choses de façon extrêmement nette pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a 9 entreprises sur 10 en France qui comptent moins de 50 salariés. C'est l'immense majorité des entreprises. Et il y a plus de 50% des salariés français qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et pourtant, monsieur, dans ces entreprises, il n'y a que 4% de ces entreprises qui ont en leur sein des élus syndicaux. On pourrait dire, il n'y a pas d'élus syndicaux, donc on ne discute pas collectivement à l'intérieur de l'entreprise. Ça se faisait dans les branches avant ? Nous, on pense, et ça me semble le bon sens, que dans les entreprises, y compris dans les petites entreprises, discuter, négocier, se mettre d'accord collectivement. Sans pression du patron qui est une personnalité importante et qui a du pouvoir. Vous me posez une question qui est une question intelligente et une question importante. importante. J'aimerais pouvoir vous répondre complètement. Je pense que lorsque les gens se mettent autour d'une table et qu'ils discutent, ils trouvent toujours des solutions. Et ce que nous avons voulu faire, c'est donner la possibilité, y compris dans les petites entreprises, de discuter et de trouver des accords. Mais ces accords, ils ne seront pas validés n'importe comment. Il ne s'agira pas que le chef d'entreprise dise on est d'accord. Il faudra ensuite que l'ensemble des salariés, y compris de la petite entreprise, se prononcent, et il faudra que la majorité soit atteinte à 2 tiers, ce qui n'est pas rien, et ce qui est là aussi une garantie. Mais, de grâce, faisons le pari de l'intelligence. Faisons le pari que des salariés et leurs patrons peuvent se mettre autour d'une table et discuter sérieusement d'un problème pour trouver une solution. Je suis convaincu que ça fonctionnera très bien, et je suis convaincu que ça va simplifier la vie et enrichir la vie de l'entreprise, et donc
que ça peut donner beaucoup plus envie aux patrons d'embaucher. Monsieur le Premier ministre, un autre sujet qui concerne directement la région Grand Est, Bure, le projet de site d'enfouissement de déchets radioactifs. Affrontement violent le 15 août entre opposants et forces de l'ordre, plusieurs blessés graves. Comment éviter un nouveau Notre-Dame-des-Landes, voire un nouveau Sivins? Parce que vous savez que c'est la crainte sur place. Oui, je comprends que ce soit la crainte. Et c'est vrai que des événements violents ont été organisés et se sont déroulés. C'est un sujet qui est un sujet de temps long, puisque vous savez qu'il existe en France des déchets radioactifs et qui ne vont pas disparaître, et qui font donc se poser la question de savoir comment est-ce qu'on traite cette question, qui est une question sérieuse, qui va avec le nucléaire français. On peut ne rien faire, et puis se dire que nos enfants, nos petits-enfants trouveront la solution en espérant qu'ils la trouvent et en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Ce n'est pas du tout l'attitude de l'État depuis d'ailleurs de nombreuses années, et c'est un projet qui s'inscrit dans une longue durée. Il faut trouver la bonne solution, la solution la plus sûre, la solution la plus transparente. La solution la plus transparente. Et toutes les questions posées doivent obtenir des réponses. Je le dis très tranquillement. Toutes les questions posées doivent obtenir des réponses, car sur ces sujets, il faut que nous ayons la conviction partagée de bonne foi que nous trouvons la bonne solution. Mais je voudrais dire autre chose. Vous êtes prêt à renoncer au projet? Pas du tout. Je voudrais dire autre chose. Vous y tenez à ce projet? Je voudrais dire autre chose. Jamais la violence ou la mise en cause radicale de processus administratifs ou de décisions ne doit prévaloir. Autrement dit, toutes les questions peuvent être posées, l'expertise administrative et scientifique doit pouvoir trouver des réponses, les procédures doivent être déroulées, mais j'insiste sur le fait que nous ne pouvons pas nous voiler la face en nous disant qu'au fond, nous pourrions renoncer à trouver une solution à la question qui nous est posée. Autre question, Édouard Philippe, le président de la région Grand Est, Philippe Richert, réclame une écotaxe régionale. En clair, que la gestion des routes soit confiée à la région et que les camions soient taxés. Deux avantages selon lui, moins de camions a priori et surtout des rentrées financières pour la région alors que de grosses économies sont demandées aux collectivités. Vous êtes bien placé pour le savoir. Quelle est votre position? Ce dossier peut-il être ouvert? Il peut l'être, bien sûr. Je dirais même qu'il doit l'être. Pour une raison qui n'a au fond pas grand-chose à voir avec la question spécifique de la taxe dont vous parlez. Et pour la question qui est très simple, c'est que nous voulons engager des discussions avec les collectivités territoriales, et notamment avec les régions, de façon à ce que, lorsqu'elles veulent avancer sur un sujet, qui nous paraît un sujet d'intérêt général, elles puissent l'expérimenter, elles puissent le mettre en œuvre. Autrement dit, nous aurons, avec les élus régionaux, et avec les élus départementaux et avec les maires, dans le cadre de la conférence nationale des territoires qui a été engagée au mois de juillet et qui va se poursuivre et dont le prochain rendez-vous aura lieu en décembre, nous aurons une discussion complète pour trouver des initiatives, trouver des expérimentations. Et si le président de la région Grand Est pense que ce projet est bon pour le Grand Est, eh bien, pourquoi moi, Premier ministre, chef du gouvernement, je viendrai lui dire « vous ne savez pas ce qui est bon pour vous ». Donc on en discutera, on verra si c'est possible, on verra si c'est légalement possible. Mais moi, je veux discuter avec les élus de leurs projets, de leurs initiatives. Justement, la région Grand Est existera-t-elle encore demain? Je vous pose la question différemment. L'Alsace pourrait-elle demain quitter le Grand Est avec l'accord de votre gouvernement? J'ai indiqué sur cette question, de façon très cohérente avec les engagements qui avaient été pris par le président de la République, que ce gouvernement ne lancera pas un grand soir de l'organisation territoriale. Les modifications territoriales pilotées depuis Paris, on a donné... Elles sont là, il faut les digérer, il faut les absorber maintenant. Il faut surtout les mettre en œuvre de façon intelligente. Donc on ne va pas redécouper les régions ou redécouper les départements demain matin. En revanche, et c'est important, je pense qu'il faut que localement, les élus puissent avancer et puissent fusionner les départements, par exemple. Par exemple, fusionner des départements. Eux veulent d'abord la fin du Grand Est, avant de fusionner. Par exemple, fusionner des départements, ça peut être une bonne façon d'avancer. Donc, de ce point de vue-là, moi, je fais confiance aux élus locaux. Vous savez, avant d'être Premier ministre, j'ai été maire d'une grande ville, Le Havre. J'ai vécu ces tentatives d'organiser des solidarités territoriales et de constituer des identités territoriales. Je comprends parfaitement la logique qui anime les élus, mais je leur dis... Pas de grand soir, pas de grande carte à nouveau définie depuis Paris. Franchement, ça n'a pas très bien marché la dernière fois. Vivons avec ce que nous avons, essayons de le faire fonctionner. De ce point de vue-là, je voudrais dire que le président de la région Grand Est, Philippe Richert, fait un travail remarquable. Je l'ai vu encore à Châlons. Vraiment, je le dis très, très sincèrement, il fait un travail remarquable pour essayer d'organiser dans les meilleures conditions une région qui est très vaste, qui connaît des difficultés évidentes, mais qui a aussi des atouts absolument considérables.
Un mot de politique pour finir, Monsieur le Premier ministre. Regardez ce récent tweet de Laurent Wauquiez. Emmanuel Macron est en marche, mais sans savoir vers où. Je crois qu'il n'est pas habité par une vision pour la France. Tweet donc de Laurent Wauquiez, présenté comme favori pour la présidence des Républicains, républicains dont vous serez exclu en octobre. Comptez-vous sur la naissance d'un nouveau parti à droite pour porter votre action ? Je n'ai pas à commenter les déclarations de tel ou tel, et je ne savais pas, je ne savais pas, mais vous me l'apprenez, que j'allais être exclu d'une formation politique dont j'ai d'ailleurs participé à la construction. Ça vous fait mal ? Ça m'est assez indifférent. Vous savez, moi, mon problème, c'est pas de savoir comment fonctionne tel ou tel parti politique. Ça n'est plus de savoir si il faut une droite encore plus chimiquement pure qu'une droite qui serait simplement trop modérée. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quelle solution on trouve au problème de la France. Et ce qui m'intéresse, c'est de les mettre en œuvre, y compris si c'est avec des gens avec lesquels, spontanément, je n'étais pas d'accord. Non seulement je n'ai aucun problème à travailler au sein du gouvernement avec des gens qui sont issus de la gauche, mais je le revendique. Je pense que notre pays a besoin de ça. Je pense que si notre pays veut avancer, il faut que les hommes et les femmes de bonne volonté qui s'accordent sur une direction puissent travailler ensemble. Et je vais vous dire, je suis certain que les Français comprennent cela. Je suis certain que ça correspond à l'aspiration du bon sens français. J'en suis tellement certain qu'ils ont donné une majorité écrasante au gouvernement et au président de la République pour justement mettre en œuvre ces transformations. Mais vous êtes chef de la majorité, j'imagine que cette question d'un éventuel nouveau parti à droite doit vous intéresser. Mais je regarde tout ce qui se passe dans la sphère politique avec beaucoup d'intérêt. Je dis simplement que ma principale motivation et ma principale priorité n'est pas de participer à ces recompositions partisanes dont on voit bien qu'elles se font dans la douleur. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on transforme le pays, comment ça change, comment on avance. Merci, Édouard Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.